Donc déjà, merci d'avoir répondu à notre proposition de webinaire et merci d'avoir joué le jeu de cette formule de vote. Donc le thème sur lequel nous allons nous appuyer, c'est un sujet d'actualité, rupture et pénurie de médicaments. Quelle stratégie de maintenance adopter pour que nos outils industriels répondent à cette demande? Une petite précision, nos webinaires sont conçus dans le but unique de vous apporter de l'information à forte valeur ajoutée et utile, voilà, sans autre prétention. Comment va se dérouler ce webinaire? Une présentation rapide du contexte et de la problématique, très rapide parce que vous êtes tous dans ce monde-là, donc vous connaissez. Vous le connaissez, c'est pas la peine qu'on s'étende là-dessus et c'est plutôt intéressant qu'on focalise sur les cas clients. Mais donc tout d'abord, on va se présenter. On est deux interlocuteurs. Donc c'est pas poli, mais je vais commencer par moi pour pouvoir laisser la parole après à Bruno Mick et avoir un discours un peu plus fluent. Donc, je suis responsable de l'activité ingénierie de maintenance au sein d'Epion. Ma formation est ingénieur en exploitation des procédés chimiques et j'ai eu un parcours assez diversifié au niveau de la vie du produit. Je suis intervenue sur pratiquement toutes les étapes d'un produit, de la conception à la production, avant d'évoluer vers l'ingénierie de maintenance. Du coup, je connais l'autre côté du miroir, du maintenancier, et c'est les attendus, les contraintes du coup des deux mondes, production et maintenance, qui me permet d'avoir une approche systémique, une vue globale et une relation gagnant-gagnant. Ce que je pourrais dire également, c'est que mon ADN, c'est de la méthode, du pragmatisme. Je vais maintenant passer la parole au deuxième interlocuteur de ce webinaire, donc Bruno Mick, que je remercie pour sa participation active. Dans le cadre de ce webinaire, il va jouer le rôle du client. Je tiens à préciser que tous les cas qu'on va vous présenter sont des cas réels, mais ils ne lui appartiennent pas tous. Néanmoins, il joue le rôle du client, mais il a été dans sa vie un véritable client pour moi. Voilà, je te laisse la parole pour te présenter, Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Bruno Mick, d'un cursus mécanique, maintenance à la base. Ensuite, j'ai évolué sur un diplôme d'ingénieur en génie industriel. J'ai eu plusieurs vies. J'ai eu deux grandes vies professionnelles. Une première vie en prestation de services en maintenance sur des domaines de pharma, beaucoup en nucléaire, en pétrochimie, en chimie fine. Et ensuite, j'ai rejoint un grand labo pharmaceutique et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans ce laboratoire. Aujourd'hui, je suis en arrêt d'activité où j'ai occupé des postes d'abord de travaux neufs, de responsable de projet ingénierie. Et ensuite, donc, je suis reparti dans la maintenance, mon cœur de métier, où j'ai été responsable méthode maintenance sur un grand site de fabrication de vaccins, responsable maintenance d'une usine du groupe. Et j'ai fini comme acheteur maintenance France pour tout ce qui était maintenance production. Je te laisse présenter l'introduction, monsieur le client. Alors, le contexte actuel, nonobstant le fait que nous sommes déjà dans un contexte très particulier en termes de pénurie de toutes sortes, nous alerte sur les différentes ruptures de stock et d'appro au niveau des médicaments. C'est un sujet de préoccupation qui est bien évidemment majeur pour tout ce qui est pouvoir public. Au-delà des pouvoirs publics, il faut bien penser d'abord aux patients, puisque la vraie problématique, c'est quand même sur les patients que l'on doit travailler, pour les patients que l'on doit travailler, et puis les professionnels de santé, et bien sûr, in fine, les industriels qui fabriquent ces médicaments. Vous voyez sur le petit graphe en source ANSM l'évolution du nombre de pénuries de médicaments qui est assez significative.
35% de ces ruptures sont en lien avec la capacité de production, ce qui nous met bien dans le périmètre de cet objectif. Donc, sur la chaîne d'Appro, ce petit schéma vous montre du départ la fabrication des substances pharmaceutiques actives, ce qu'on appelle le principe actif. Ensuite, nous avons la production de médicaments, la distribution et jusqu'à la fin, au niveau du patient, la dispensation du médicament. Nous, on va se focuser sur les deux premières étapes qui sont la fabrication de principes actifs et la production du médicament. Par outil industriel, qu'est-ce que l'on va entendre? Vous avez deux schémas, un petit schéma sur votre gauche qui va représenter une usine type. Alors, j'aime pas dire usine, mais plutôt un site pharma ou un site biotech, où on va retrouver l'ensemble des équipements de procédés et bien évidemment tout ce qui va assurer les énergies à la production des lignes de production, c'est-à-dire toutes les utilités, qu'elles soient pharmaceutiques ou non, tout ce qu'on va avoir comme particularité sur les HVAC. Et dans toutes les étapes de fabrication, on va autant avoir des équipements de process, mais ces équipements de process vont être lavés, vont être stérilisés, on va avoir des skids thermiques, des systèmes de traitement d'air, des systèmes de décompta, et puis des systèmes informatisés, les courants forts, les courants faibles. Donc, pour fabriquer un médicament, l'outil industriel doit avoir une disponibilité maximale pour assurer des performances optimales. Les performances sont régulièrement évaluées avec des outils qui sont des ratios communs, applicables et appliqués dans tous les secteurs d'activité. Ils sont, c'est vrai, particulièrement adaptés aux fabrications en continu, un peu moins percutants sur les productions batch. Néanmoins, sans vouloir tous les définir, parce que vous les connaissez pour tous, je préfère me focuser sur les impacts que peut avoir où la maintenance intervient et où donc l'ingénierie peut actionner des leviers. Donc, on voit bien des thèmes qui apparaissent, la maintenance préventive, les pannes, les changements de série ou de format, les réglages, les écarts de cadence et les non-qualités. Bien évidemment, en termes de non-qualité comme ailleurs, ce n'est pas uniquement la maintenance qui peut être la racine cause de la perte de performance, mais il y a également d'autres items. Il n'empêche que nous, on se focalisera sur la partie impact maintenance. Les champs d'action de l'ingénierie de maintenance, moi, j'ai eu envie de les présenter avec le principe d'Ishikawa. On retrouve donc 6 grands thèmes. Un thème qui se différencie légèrement des autres, c'est le thème du milieu. Parce que là, il présente non pas des outils, mais le poids du contexte dans lequel nous évoluons. Il est vrai que ce contexte est de plus en plus exigeant et j'aurais pu, en plus des contrôles réglementaires et bonnes pratiques de fabrication, j'aurais pu aussi, et je le mettrai, l'aspect économique parce qu'on nous demande aussi, c'est pas open bar et on est aussi énormément challengé en maintenance sur les budgets. Derrière, on va regrouper tout ce qui est méthode avec toute la partie stratégie de maintenance, comment on peut optimiser un plan de maintenance, quel type de maintenance adapter, quelle gamme écrire, comment, avec qui, pour qu'elle soit le plus efficace possible. On travaille aussi sur le matériel et là, derrière matériel, j'avoue, sur l'arête, il y a 2 thématiques. On est sur le matériel, l'équipement au travers de la FIAB, FMD, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, et puis également les outils qu'on peut avoir à disposition pour arriver à atteindre ces performances. Je parle de la GMAO, des outils connectés. Au niveau du management, j'ai regroupé tout ce qui était stratégie ou reporting, donc les tableaux de bord, l'externalisation de la maintenance, est-ce qu'on fait appel à des sous-traitants, comment on les gère,
La partie aussi sécurisation d'arrêt, comment on fait pour respecter les engagements en termes de périmètre, de coûts et de délai. Et puis, la partie procédure, hein, n'oublions pas que tout doit être tracé et accessible. Et la maintenance 4.0 qu'on va retrouver en parallèle avec les outils connectés. Au niveau des matières, j'ai bien pour moi, je regroupe tout ce qui est pièces de rechange, gestion des obsolescences, gestion des stocks. Derrière, on peut avoir l'aspect économique comme l'aspect supply, rupture, mise à disposition. Et puis, encore aujourd'hui, on ne fait rien sans les hommes. Donc, évidemment, la main-d'œuvre est un élément important. Quel est le niveau de maintenance qu'on veut mettre? Quelles sont les formations, habilitations qu'on doit mettre en place? Les polyvalences, les synergies. On va très rapidement donc aller sur les cas concrets qui étaient notre enjeu, notre proposition pour ce webinaire. Vous avez là le résultat du sondage dans l'ordre d'arrivée et en gras, le trio de tête qu'on va vous présenter. J'ai bien évidemment analysé en détail vos choix. Je vous l'avoue, frustrée et je pense que pour certains, vous le serez aussi, parce qu'on n'abordera pas tous les sujets que vous avez plébiscités. Ce que je vous propose, c'est que on a deux leviers pour quand même aller compenser cette frustration. C'est soit, si on a encore du temps après les questions, on pourra échanger, mais de façon moins formelle, parce que je n'ai pas les supports et puis ça prendrait trop de temps, puis ce n'est pas le deal, sur des sujets qui ne seront pas abordés. Ou on peut convenir d'un rendez-vous en one-to-one pour échanger sur ces sujets si vous le souhaitez, ou d'autres préoccupations qui n'ont pas été listées dans le vote. Donc, cas numéro, le vrai gagnant, a été adapter la maintenance préventive au nouveau rythme de production. Bruno, je te laisse présenter le besoin. Alors, dans le cas présent, nous avions besoin d'augmenter le rythme de production d'une valeur de plus de 30%. Mais en même temps, nous avions un double deal, c'était l'évolution de la fréquence, passer à un arrêt qui était annuel à un arrêt de 24 mois, avec toute l'incidence que ça peut porter. Et tout ce que ça peut porter en termes de pensée négative pour la production, qui est de dire, oh là là, si on augmente notre rythme de production de 30%, on va obligatoirement augmenter de 30% notre maintenance et donc un coût supplémentaire et des arrêts supplémentaires. Donc l'objectif, c'était vraiment de s'adapter par rapport à ces deux besoins. Pour cela, nous avons convenu de faire des révisions de stratégie de maintenance en optimisant bien évidemment au départ les fréquences, travailler sur les ressources et sur les temps d'intervention. Vous pouvez voir sur le petit schéma sur votre droite que pour le temps d'intervention d'un maintenancier, ce n'est pas le temps d'arrêt du bâtiment, puisque l'on fait une décroissance et une recroissance immédiatement avant et après l'intervention de la maintenance. Donc, du coup, le temps d'arrêt d'un bâtiment est généralement à dissocier du temps d'intervention de la maintenance. Le scope était assez important puisque ça concernait un bâtiment de production avec 76 équipements de process. On avait des utilités, un périmètre technique assez hétéroclite avec des zones techniques, des zones classées D, C, des confinements P3 et non P3, et des technologies relativement diversifiées. On peut en aller de l'utilité pharma ou non, sur des équipements de process bien connus, des CITO, des chaînes de clarif, des skis d'UF, de la chromato, des cuves de préparation, etc. Alors, pourquoi on a fait appel à Equium dans tous ces cas? C'est parce qu'il y avait une problématique de charge de ressources au niveau des méthodes de maintenance et d'autres ressources, ou soit un problème de compétences internes, ou soit les deux. C'est-à-dire qu'on avait potentiellement des problématiques de ressources et de compétences.
Donc, il a été demandé à Ekiom de travailler sur ce sujet avec nous. Donc, la méthode que nous avons mis en place, du fait du périmètre, il nous a paru important de structurer et de hiérarchiser le périmètre et après de travailler par famille type d'ailleurs. Donc, un bâtiment de production pharma, on peut dissocier déjà deux entités qui fonctionnent pas de la même façon, les utilités d'une part et les équipements de process. Tout ce qui est en orange sont des systèmes qui sont transverses et qui ne peuvent pas s'arrêter, enfin, dont l'arrêt implique l'arrêt de la production. Il y en a bien sûr toutes les utilités, du coup. Alors, j'ai mis en gris le nom pharma parce que généralement, on est plus léger au niveau de la maintenance, mais il ne faudra pas la négliger. Mais on se focalise bien évidemment sur les utilités pharmaceutiques et les systèmes transverses de process. En ça, je pense aux HVAC, je pense à la laverie et à la prépa milieu, par exemple. Et puis, on a, donc cela, il est assez difficile de les arrêter pour les maintenir pendant la production, parallèle de la production. Et puis, à côté de ça, on a un certain nombre d'équipements de process qui, eux, sont liés à une phase spécifique du process. Et donc, une intervention compatible en zone d'activité peut être envisagée. Donc, partant de ce schéma-là, derrière, on a challengé l'existant. Quelles sont les fréquences qui sont inférieures à 12 mois? Quelles sont les interventions qui sont programmées pendant l'arrêt et donc, est-ce qu'on les maintient, mais auquel cas, il faut qu'elles soient en 24 mois? Et les interventions hors arrêt, il faut qu'elles s'intègrent dans le nouveau chronogramme de production, puisqu'il y a une augmentation de production va impliquer une mise à une disponibilité potentielle pour maintenance de ces équipements moindre. Donc, et en parallèle, on n'a pas oublié qu'il fallait qu'on réponde à la problématique on augmente la production, quid de la maintenance? Et la maintenance n'a pas besoin d'avoir un rythme être plus fréquente parce qu'on augmente le rythme. Donc, pour rationaliser ça, on s'est basé sur un choix de fréquence qui s'appuyait sur une analyse de risque avec 3 items importants, les sollicitations mécaniques, les sollicitations thermiques et les risques produits. Avec donc à chaque fois des niveaux de risque qui nous permettaient de dire on a besoin de changer la maintenance ou on n'a pas besoin de la changer et de façon factuelle. En plus, cette démarche a été rentrée dans le système documentaire pour pouvoir justifier au niveau d'inspection ces choix-là qui ne sont pas par bienveillance, par volonté pour permettre de suivre la production. On a profité aussi, on s'est aussi interrogé par rapport au chronogramme de production et donc de la disponibilité de l'équipement, l'éventualité de segmenter des interventions trop longues pour qu'elles puissent s'intégrer dans la production. Donc, au travers de tout ça, les leviers qu'on a mis en jeu pour réussir d'atteindre ces objectifs, c'est bien évidemment de réviser les gammes en tenant compte des fréquences définies telles que vous l'avez vu dans le tableau d'analyse de risque, de transférer certaines opérations vers la maintenance de premier niveau. Donc là, il n'y a plus d'intervention, il n'y a pas d'entrée en zone, il n'y a rien, il n'y a pas de perturbation, ça peut devenir très fluent. On a optimisé les durées d'intervention. Donc, je vous ai parlé de la segmentation, mais c'était le dernier recours. On a privilégié le plug and play. Ça, c'est très vrai pour les agitations, par exemple. Et on a aussi travaillé tous les outils d'aide à la maintenance avec la mise à disposition de documents. Aujourd'hui, on mettrait peut-être de la réalité augmentée. Et puis, on a aussi consigné au plus près, changé les matériaux et créé un test de poste de maintenance pour sécuriser le redémarrage.
Donc, le bilan issu de cette étude, de cette réalisation, a été performant puisqu'on se retrouvait avec une augmentation de l'outil de production de plus de 30%, et un changement d'intercampagne et de travaux de maintenance passé de 12 à 24, sans augmenter de façon significative le budget de maintenance préventive. C'était vraiment très difficile à faire, mais ça a été fait. Par là même, il y a eu une mise à jour des gammes de maintenance avec un taux de couverture qui a été réalisé ensuite de 100%. Cela a pu nous permettre aussi d'éliminer pas mal de doublons. Donc, prestation réussie et résultats obtenus. Donc, cette étude, elle s'est déroulée sur 11 mois. Ça a représenté 1800 heures. La position d'Ekion, souvent, c'est de faire des mix junior-senior pour optimiser l'efficacité et aussi l'efficacité économique. Le client a été assez peu sollicité. Régulièrement, on travaille en autonomie, mais pas en indépendant. Donc, de toute façon, il y a toujours un échange et une volonté de valider nos propositions par le client. Et les coûts qui ont été affectés, un peu de PDR, des travaux d'amélioration et bien évidemment de la mise à jour documentaire qu'on prend en charge par la saisie des gammes dans la mise à jour à GMAO. PDR, excusez-moi, pièce de rechange. Voilà. On passe au deuxième cas. Je reviendrai si vous avez besoin de poser des questions ou des précisions dans la dernière partie du webinaire. Cas numéro 2, augmenter la capacité de production sans investissement. Donc, le deal qui avait été fait entre le CODIR et puis le responsable maintenant, c'était de dire on va augmenter notre capacité de production d'un produit phare sur lequel la société avait un regard très probant. Donc, il fallait qu'on augmente de par ce fait la fiabilité, la disponibilité et bien évidemment la maintenabilité de nos équipements. Qu'on réajuste notre maintenance préventive aux justes besoins, et puis surtout de trouver une adéquation, parce qu'en même temps on avait des pressions fortes pour diminuer notre stock de pièces de rechange, de mettre en adéquation le stock magasin avec notre nouvelle stratégie. Au-delà de ça, j'avais demandé aussi qu'on améliore la maîtrise du budget maintenance, puisqu'il fallait qu'on ait une meilleure visibilité, qu'on continue à participer à la maîtrise de l'état qualifié de nos équipements, et puis surtout que derrière tout ce qui allait être délivré en termes de méthodologie puisse nous servir lors des inspections, qu'elles soient internes ou externes, afin d'avoir des documents types et de répondre plus facilement lors des inspections. Autre sujet important, le scope. Bon, c'était 41 PID, beaucoup d'équipements, qu'on a appelé des tags, enfin de matériel d'équipement. Les technologies, c'était des réacteurs, soit émaillés, soit inox, des filtres sécheurs, des tamiseurs, des stations de remplissage. Et pour ce faire, on avait sollicité Ekion, non pas sur une obligation de moyens, mais sur une obligation de résultats, qui était une vraie première pour nous, avec un appel d'offres en bonne et due forme. Comment avons-nous procédé pour répondre à cette sollicitation? Vous avez vu qu'il y avait 41 PID, toujours pareil. Comment structurer, comment prioriser? On s'est appuyé sur une analyse VIS comme vital importante secondaire, cotation basée sur 4 critères, qualité, HSE, redondance et perte de prod. Et donc, 2 seuils de coupure pour séparer ces trois catégories. Et on s'est focalisé sur les équipements vitaux qui avaient un impact considérable et immédiat qu'on a traité au travers d'Amdec. Donc, de 41 PID, on a focusé sur les 17 vitaux. L'analyse Amdec, vous avez un exemple pour un équipement, découpage fonctionnel, et on descend jusqu'à 4 niveaux pour atteindre l'équipement qu'on va coter de façon assez classique
avec des seuils de coupure aussi qui vont nous donner des stratégies d'action qu'on vérifie, dont on vérifiera l'efficacité dans une deuxième cotation. Dans ce cas précis, les seuils de coupure étaient autour de 68, 300 et 600. En dessous de 68, pas d'action. Entre 68 et 300, on privilégie une maintenance corrective avec une mise en stock de pièces de rechange. Entre 300 et 600, il est nécessaire de mettre en place une maintenance préventive, qu'elle soit systématique, conditionnelle ou prédictive, avec également les mises en stock des PDR associés. Au-delà de 600, là, il faut penser à une remise en cause de l'installation parce que la maintenance préventive ne pourra pas répondre suffisamment à la fiabilisation de l'équipement. Donc, on a coté chacun des éléments, donc tag. En fait, il y a une stratégie. On n'a plus qu'à appliquer, et quand je dis plus qu'à, c'est un... Voilà. Créer les gammes, les plans de maintenance, le référencement des articles et du coup, on en a profité pour mettre à jour l'arborescence équipement dans la GMAO, ce qui peut être très utile pour la curative. Vous voyez le petit schéma de l'évolution donc de l'indice de priorité avant et après ANDEC. Et donc, le bar orange, c'est l'évolution des cotations quand les actions du plan correctif sont mises en place et on se voit qu'on a vraiment centré notre IPR sur l'acceptable. Donc, les gains pour cette opération ont été probants puisqu'on retrouve une meilleure visibilité du plan de maintenance et surtout une adéquation avec le plan de prod. Ça, c'était très important pour savoir que les services de production, qualité, HSE, ont énormément travaillé sur ce sujet et ont été proactifs. Par là même, on a eu une maîtrise complète du budget maintenance est parfaite. Et puis surtout, la revue des pièces critiques en stock ou pas, ou sur des magasins déportés chez les fournisseurs. Enfin, franchement, il y a eu une très, très grosse étude. Et puis, les points très, très positifs aussi, c'est qu'on a eu des félicitations lors des inspections qui ont été post-travaux. Et ils ont été... ça s'est très, très bien passé avec une mise en exergue de notre analyse AMDEC. Le projet a duré environ 9 mois, 20 réunions de cotation. Donc, si vous mettez en référence le nombre de PID, vous allez dire que ce n'est pas beaucoup. Mais on travaille énormément sur la capitalisation des premières AMDEC et sur les autres. Donc, le temps dévolu à chaque AMDEC diminue par famille. L'organisation qu'on a mis en place, on a aussi travaillé en back-office pour avoir une meilleure réactivité et pareil, optimiser les coûts. On a travaillé vraiment avec tous les services et c'est une satisfaction de les voir se parler. Je passe au troisième et dernier cas, donc la disponibilité des équipements en les fiabilisant. Le besoin qu'on avait, c'était de fiabiliser un équipement de production qui était assez problématique puisque c'était un goulot d'étranglement. Il n'y avait pas de redondance sur cet équipement. Donc, c'était une station de lavage haute pression pour les cuves mobiles. Comme vous pouvez le voir, le taux de disponibilité était faible, 68%. Qui se traduisait par énormément d'anomalies. Qui dit anomalie dans le système qualité du labo, c'est des CAPA, donc très chronophages, économiquement durs à surmonter. Pour la production, on avait des préparations, des montages de cuves en urgence et puis des retards dans le plan de prod. Donc, autant vous dire que la maintenance était ciblée sur cet équipement-là. C'était un équipement qui a été mis en service en 2000 et un bâtiment qui fonctionnait en 5.8. Là, la laverie fonctionnait en 2.8 par rapport au bâtiment. La méthode utilisée, c'est
DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Je ne vais pas détailler le D puisqu'on vous a présenté la problématique. Derrière, donc, là, on s'est appuyé sur à la fois des informations, donc le process flow diagramme pour positionner les interventions de la machine au travers du processus de fabrication et donc ces liens. Évidemment, l'analyse du PID, donc de quoi est composé l'équipement, en allant creuser des informations sur le dossier d'ouvrage exécuté, les plans constructeurs, les nomenclatures. En parallèle, on avait aussi des données d'utilisation, le plan de prod, les rythmes, le taux d'utilisation. Et le troisième item qui a nourri l'analyse, c'est l'historique des pannes, leur fréquence, leur durée, les rapports d'intervention qui nous ont permis de cartographier ces pannes et d'en sortir 3 causes majeures. La pompe de gavage qui était surdimensionnée, la conduite d'appareil qui était défaillante et le plan de maintenance qui n'était pas adapté, notamment au niveau de la pompe haute pression. Les propositions qu'on a amenées et qui ont été mises en œuvre ont le changement de la pompe pour avoir une gamme plus adaptée aux besoins, bien évidemment accompagné d'un change control, la sensibilisation aux opérateurs de production parce que, comme vous le voyez sur la photo, il y avait une canne qui… donc, les cuves sont retournées sur ce système-là et après, on a une canne d'aspersion qui remonte et il y a beaucoup de détérioration parce que, pris dans un rythme fou, les opérateurs ne patientent pas toujours de que le système soit tel qu'il doit être au moment de la mise en place et la sortie des cuves. Et donc, beaucoup de détérioration. Donc là, il y a eu un travail de sensibilisation. Et puis, au niveau de la maintenance préventive, encore une fois, on a utilisé le plug and play de la tête HP, qui est la partie la plus sensible et qui nécessitait une maintenance un peu longue. Donc, si on peut le faire en temps masqué, c'est tout ce qui est gagné pour la disponibilité de l'équipement et pour la sécurisation de l'intervention, parce qu'on travaille mieux sur un atelier, etc. On n'oublie pas le contrôle. Alors, souvent, nous, on part à peu près au moment du livrable, mais on garde des contacts et on suit l'efficacité, même si on n'est pas sur le sujet. Donc, un check du plan d'action durant 9 mois, un taux de suivi de panne pendant 1 an et le suivi de la satisfaction utilisateur. Donc, au niveau du bilan qu'on peut dresser sur ce dernier cas, c'est la baisse de 75% des pannes en lien avec la problématique suscitée. Ça, c'était très positif. On a eu quand même, on voulait quand même noter quelques freins qui sont dans ce cas-là les difficultés d'appropriation de l'équipement par les utilisateurs. Et puis, une donnée aussi importante, c'était l'âge de la cabine de lavage. D'ailleurs, on avait proposé de la changer, mais ça a été refusé. Hein. L'investissement avait été refusé par rapport à l'investissement du plan directeur. Donc, pour dérouler ce projet, on a mis 1 mois avec un binôme. Bien évidemment, on a travaillé avec des ressources internes, tant pour l'analyse que pour la décision du plan d'action et l'accompagnement. Toutes les fonctions ont été sollicitées à un moment ou à un autre. Et on n'oublie pas non plus l'assurance qualité de la production ou de la technique parce que, toujours pareil, on touche à l'état qualifié, à des processus qu'il faut maîtriser. Nous voilà à la fin de la présentation des 3 cas. Donc, ça a été un peu rapide, mais c'est le format qui le veut et c'est donc un challenge intéressant aussi d'être percutant en peu de temps. On a un moment maintenant pour échanger, pour répondre à vos questions, soit sur les 3 cas, mais aussi plus largement sur tout ce que nous avons abordé. Et comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on pourra
trouver une façon de reprendre contact et d'échanger sur des thèmes que nous n'aurions pas pu aborder ni dans la présentation ni dans l'échange. La parole est maintenant donc à vous. Je vous écoute. Juste remarque, merci, c'est très clair, c'est des projets très concrets et donc qui parlent bien avec des choses qui sont palpables, c'est pas juste de la théorie, donc ça c'est très bien. On voit que Monsieur Mick a mis en musique certaines choses avec vous, donc ça c'est bien et c'est des choses qu'on apprécie. Moi j'ai noté pas mal de choses, j'ai pas de questions particulières, mais c'est vrai que c'est des sujets qui pour nous sont clairement d'actualité, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont toujours d'actualité, mais ils le sont encore plus aujourd'hui. Et après, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que c'est des méthodologies qui sont, on va dire, que vous utilisez là, qui sont relativement classiques, mais pour de la méthode de maintenance, mais qui sont utilisées et appliquées finalement simplement et avec un vrai objectif. C'est pas de la méthodologie pour faire de la méthodologie. Et on voit que derrière, c'est les bonnes sélections des méthodes qui rendent finalement le résultat final. Donc ça, c'est bien, quoi. Et c'est très concret. Donc moi, je trouve ça très bien. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, si j'ai réussi à vous apporter, vous éclairer, je suis ravie. C'était le but. J'ai envie de toujours présenter plein de choses. Donc, on a eu un gros travail de synthèse, mais ça aussi, c'est très formateur dans le cadre de mon activité et c'est une gage de réussite pour l'émission qu'on fait. Je suis disponible pour échanger, partager en dehors du webinaire, bien évidemment, sur des problématiques que vous rencontrez, bien évidemment. Je vous remercie encore une fois de vous avoir libéré. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. Et à très bientôt peut-être, j'espère. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne journée. Au revoir.